Bonjour à toutes et à tous. On utilise pas mal d'énergie dans un camping-car. Le gasoil, l'essence, le gaz. Mais quelle énergie utiliser et pour quel appareil? Allez, c'est parti. Eh oui, dans un camping-car, on a un petit peu de tout en énergie. On a le gasoil, ou alors l'essence. On a le gaz, et puis on a l'électricité. Mais en électricité, on a le 230 ou la batterie. Alors quand on veut utiliser un appareil, lequel? Quelle énergie doit-on choisir? Alors on y va. Tous les produits n'ont pas la même valeur, capacité, je dirais, énergétique. Alors, je vous explique deux, trois choses. On va prendre quelques références sur des valeurs précises. 1 litre de gasoil, par exemple. 1 litre de gasoil fait 10,74 kWh. 1 litre d'essence, lui, en revanche, fait 8,9 kWh. 1 litre de gaz fait 6,4 kWh, en sachant que 1 litre de gaz fait 500 grammes. La différence énergétique, donc, est fonction de la masse, du volume de cette énergie. L'énergie, bien évidemment, la plus pratique, c'est l'énergie fossile. Malheureusement, parce qu'au niveau de la pollution, c'est pas le top. Mais c'est elle qui est quand même, malgré tout, le plus intéressante sur le poids, sur la capacité. Malheureusement, elle est de plus en plus chère. En ce qui concerne l'énergie électrique, c'est un petit peu différent. On va avoir possibilité de deux énergies électriques, celle qui est fournie par le 220 et celle qui est fournie par la batterie, en 12 volts, on va dire. Alors pour le 220, c'est facile, il suffit d'aller sur un terrain, chez un particulier, dans un terrain de camping, une aire pour camping-car aménagée, mais là forcément, comme on dit, c'est plus cher aussi, parce qu'il faut quand même payer. Et vu les prix qui sont employés, surtout en période estivale, vous voyez un petit peu. L'énergie, il faut l'embarquer, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va avoir un réservoir pour l'essence, pour le gasoil, et puis on va avoir un autre réservoir pour l'électricité, c'est-à-dire la batterie. L'énergie solaire a un gros avantage, c'est que elle est disponible quasiment tout le temps, d'une part. Ensuite, une fois qu'on a fait l'installation, c'est gratuit. Une installation solaire correcte, ça tourne dans les 1600 €, pas plus. Donc l'avantage, il est là. Mais s'il y a avantage, il y a aussi un désavantage. L'inconvénient, c'est de se chauffer, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, grosso modo, c'est se chauffer en électricité. Alors, si on doit se chauffer, certains parlent de 12 volts, et c'est là tout le problème. On ne se chauffe pas en 12 volts. Ce n'est pas assez en capacité, on n'a pas assez de capacité. Je vous ai dit, 1 litre de gasoil correspond à un peu plus de 10 kWh. 1 litre de gasoil. Une batterie de 300 ampères-heure fait environ 3,5 kWh. Vous voyez, une sacrée différence. Et la chose qu'il y a, je vous dis bien, batterie de 300 ampères-heure en LFP, les dernières générations. Parce que si on parle de batterie plomb, croyez-moi, il va y avoir de sacrées différences là encore. Alors on va prendre l'exemple d'un chauffage de 2 kW. Donc on peut se chauffer par le gasoil ou en 220, 230 volts. Avec du gasoil, 2 kW, sachant que le gasoil au litre a une capacité énergétique de 10 kW, si on utilise un appareil de chauffage gasoil de 2 kW, il va y avoir possibilité de l'utiliser pendant 5 heures. Eh oui. Avec la batterie de 300 ampères-heure, ça va tout changer. Parce qu'on va avoir 3500 watts, 3 kW 5. Et en ce cas, l'utilisation de tout ça, si on veut utiliser 2 kW électriques cette fois, mais sur batterie, on aura grosso modo 1h75, 1h3/4, on va dire, d'utilisation de la batterie pour ce chauffage. Ce sera nettement insuffisant. Le choix est énorme parce que quand certaines personnes vous disent qu'ils ont utilisé un convecteur, par exemple, de 1000 watts ou 2000 watts sur la batterie, que ça n'a pas tenu, cette personne-là n'a aucune notion d'électricité. C'est pas possible parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas la peine. À la maison, sur une aire de camping-car avec le 230 volts,
Oui, c'est possible, parce que l'énergie arrive d'un fil et ainsi de suite. Mais dans un camping-car et en mode solaire, c'est le soleil qui fournit l'énergie. Et il faudra avoir un nombre de panneaux solaires, mais immense, pour pouvoir se chauffer à l'électricité. Donc on ne parle pas de chauffage électrique dans un camping-car. Ceux qui parlent de cela, qui expliquent tout un tas de choses sur les batteries avec un chauffage électrique, c'est totalement absurde. Voilà. Je tenais à le dire. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Alors, ne parlons pas pour le plomb. Le plomb, ce serait encore pire parce que ce serait pour une batterie de 300 ampères-heure en plomb, ce serait une cinquantaine de minutes. Vous voyez, donc là, c'est complètement... on est dans l'absurdité totale. Hein. 1 litre de gasoil, comme je vous ai dit, environ, hein, je dis bien, environ, pour avoir un peu plus de 10 kWh d'énergie, ça fait juste à peine 1 kg. À peine 1 kg, 1 litre de gasoil. Si on prend la batterie, la LFP, en 300 ampères-heure, elle fait environ une vingtaine de kilos. Et par contre, si on parle de batterie plomb, pour obtenir la même énergie, non, mais pour obtenir les 300 ampères-heure, on va avoir une batterie plomb de pratiquement 60 kilos. On va avoir 60 kilos de batterie plomb. Vous voyez un petit peu l'énorme différence entre 1 kg de gasoil et 60 kg de batterie plomb pour avoir que 50 minutes avec une batterie plomb de chauffage. Donc je crois que là, la réflexion, elle est rapide. On ne peut pas utiliser l'électricité 12 volts, je dis bien pour se chauffer, mais on va utiliser soit le 220, dans ce cas il faudra payer, soit on va utiliser le gasoil, il faudra payer, mais en ce qui me concerne, je tourne gasoil avec de l'huile. Donc croyez-moi, ça revient beaucoup moins cher, même en cette période où le gasoil prend de la valeur. Et puis bien évidemment, on va utiliser le gaz. C'est ce qui est employé fréquemment pour tout ce qui est Truma, Truma C, Truma E, fonctionne au gaz. Voilà, c'est un bon mode d'utilisation, en sachant que quand même, il y a 1/3 de moins en capacité énergétique que le gasoil. Alors, pour un réfrigérateur, un Trimix par exemple, qui à la fois fonctionne sur le 220, sur le 12 volts et sur le gaz. Alors c'est sûr que le Trimix qui va fonctionner sur le 220, faudra payer, faudra être sur une aire, ça fonctionne très très bien. Sur le gaz, à 22 grammes de gaz par heure, ça va faire quand même une certaine consommation. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui parle de cette consommation. Et cette consommation-là, c'est un petit peu comme si je prenais mon camping-car et que je considère que mon camping-car fasse 50-55 litres au 100 km. Voilà à peu près ce que ça correspond aux consommations. Vous voyez très bien que là, au niveau de la consommation sur un Trimix, alors le Trimix c'est quoi hein? On chauffe, généralement c'est de l'ammoniac, c'est un produit frigorifique qui fonctionne très bien, c'est un transfert énergétique je dirais. On chauffe, ça se comprime, ensuite ça se décomprime, et à ce moment-là ça fait un froid qui est ou inversement proportionnel à l'échange qui a été fait. Donc ce système-là est extrêmement énergivore. C'est pour ça que, et donc on parle de système à évaporation, et c'est pour ça que en électricité, en 12 volts, je dis bien en 12 volts, un bon réfrigérateur, carrément, c'est un réfrigérateur à compression. Nettement. Si on peut avoir un compression comme moi, je l'envisage très sincèrement. Comme je vous ai dit, je l'ai mis en vente, mon réfrigérateur Trimix, pour mettre un compression. Pourquoi? Parce que j'ai l'énergie grâce à mes panneaux solaires et que c'est franchement là où on économise le plus d'énergie. Donc, vous l'aurez bien compris, on ne se chauffe pas et on ne chauffe pas un camping-car avec du 12 volts à partir de la batterie. Ça ne sert strictement à rien, ça ne durera pas. La capacité d'une batterie est encore à l'heure actuelle nettement insuffisante pour qu'on puisse faire ça. Le jour où on arrivera à ça, les voitures électriques feront 1500 km sans problème. On n'y est pas encore, croyez. En plus, quand on regarde les camping-cars, faut pas exagérer.
même s'ils sont très bien isolés, celui-ci, franchement, il est très très bien isolé. Il y a un double même au niveau de la cuisine derrière. C'est un triple plancher. Je peux vous dire que au niveau de l'isolation, c'est quand même. Mais il y a toujours de la déperdition dans un camping-car. Donc, outre le fait de charger le camping-car en air chaud, il faut aussi conserver cet air chaud, chose qui ne se fait pas. On perd de l'énergie. Donc, vous voyez, il faut énormément d'énergie. D'ailleurs, quand je reviens à ça, je refais une petite parenthèse sur le Shinasto que j'ai pris. Je reviens à vous dire là. J'ai pris un 8 kW, c'est nettement trop puissant. Hein. Un 5 kW suffit largement pour ceux qui ont l'intention de monter un Shinasto dans leur camping-car. Si vous ne l'avez pas encore acheté, prenez un 5 kW, ce sera largement suffisant. Méfiez-vous si des gens vous parlent de la LFP ou vous expliquent, vous donnent des explications alambiquées en partant sur un principe de chauffage électrique à partir d'une batterie. C'est que les gens n'y connaissent strictement rien. Tout simplement rien. Quand on va parler de chaleur, c'est pareil aussi, on va parler de rendement. Ça va de pair. Quelque chose, sauf si on veut obtenir de la chaleur, mais quand on veut transformer une énergie et que cette transformation provoque de la chaleur, un moteur par exemple, un moteur diesel moyen courant, c'est 40, même 30-35% de rendement. C'est-à-dire qu'il y a 70%, entre 60 et 70% de chaleur qui est perdue. Vous voyez, c'est pas folichon le rendement d'un moteur carburant. Hein. Quand on va utiliser un BMS par exemple, quelques personnes choisissent un BMS 100 ampères. Ben non, ils ont besoin de 100 ampères, ils ne prennent pas un BMS 100 ampères. Pourquoi? Tout simplement parce que le BMS va fonctionner à 100% de ses capacités. Vous savez ce qui va se produire? Il va chauffer. Donc c'est pas bon. On va chauffer, donc on va perdre de l'énergie. En camping-car, on perd pas d'énergie. Je ne vais pas dire que c'est interdit, mais c'est déconseillé. Donc on va prendre un BMS surdimensionné. On va prendre, puisqu'il vient à 50%, c'est le mieux, et ben on va prendre un BMS de 200 ampères-heure. Et là, on aura un excellent rendement. Pourquoi? Parce que le BMS ne va pas chauffer, tout simplement. Toutes ces choses-là sont à réfléchir quand on fait un concept. Pareil pour le panneau solaire. Le panneau solaire, en fait, j'ai fait des essais, j'ai regardé, j'ai eu le constat, pas une surprise, hein, franchement, je m'y attendais. C'est-à-dire que en demi-saison, en mars par exemple, mars-avril, j'avais des 22, 23, 24, 25 ampères de charge. Super. Mais ces 25 ampères de charge, quand il y a eu la canicule, là, ces derniers jours, il a chauffé très fort, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de soleil. Je me suis dit, là, je vais grimper dans la valeur de charge. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'avais de la charge, oui, de bonne heure le matin, très tard le soir, mais quand le soleil était au zénith, j'avais pas une si grosse charge que ça. J'ai utilisé ma clim justement pour consommer des ampères-heures, je dirais, sur ma batterie, de manière à ce qu'elle réclame, parce que la LFP, vous lui donnez, elle prend. Hein. Donc, de manière à ce que ma batterie réclame un maximum. Et je me suis rendu compte, qu'en fait, j'avais 15 ampères, au mieux 15 ampères. Sauf que, quand je suis allé regarder sur le toit, et que j'ai touché le panneau solaire, il était brûlant le panneau solaire. Ah ouais, il est noir le panneau solaire. Conclusion, il chauffe, mais excessivement. Et ce qui se passe, c'est que son rendement, il chute. Voilà le problème. Alors ce qu'on pourrait faire, ce qui serait bien, d'ailleurs, je comprends pas qu'il n'y ait pas des gars qui ne l'aient pas fait, ça. Ce qu'il faudrait, je vais m'y pencher là-dessus, ce serait refroidir les panneaux solaires, mettre un système de ventilation, puisque les panneaux solaires sont posés au-dessus du toit, mais quand je dis au-dessus, à 2-3 cm au-dessus. Si l'on pouvait faire circuler de l'air sous le panneau solaire, ça le rafraîchirait ou ça le refroidirait un petit peu, ce qui fait qu'il aurait un meilleur rendement. Et ça, ce serait énorme pour une consommation en ventilateur. C'est pas ce qui consomme le plus, mais donc pour une consommation très très faible d'une énergie pour augmenter le rendement de celui-ci. Vous voyez, ça ce serait bien. Donc, avis aux constructeurs, pensez à ça. En fait,
Un panneau solaire fonctionne très bien, j'irais dire en demi-saison, et puis en hiver, quand il fait très beau en hiver, c'est là que ça fonctionne le mieux, c'est là où le rendement est meilleur. On va passer à présent à quelques réponses de commentaires et quelques explications sur certains commentaires. J'ai Albert, ouais, je crois que c'est Albert, oui, Albert, qui m'a posé la question. Il utilisait des batteries, enfin il s'était intéressé aux batteries lithium-ion, et en fait, en regardant mes vidéos, il s'est rendu compte que la LFP, la LiFePO 4, lithium, fer, phosphate, était quand même bien meilleur. Eh oui, c'est indéniable, vous verrez, au niveau sécurité et tout ça, ça craint rien du tout. Il m'a parlé aussi du chauffage chauffe-eau. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est un système de chauffage que j'avais sur mon ancien camping-car Manugé, un système de chauffage donc au gasoil, instantané, qui me permettait donc en l'espace de 2 minutes d'avoir de l'eau à 65 degrés au robinet, et je pouvais vider ma cuve carrément en ayant cette eau à 65 degrés parce qu'il chauffait au fur et à mesure. Ça, c'était super intéressant et super rapide. Il me posait la question si j'avais refait. Non, je l'ai pas refait. J'ai 3 Webasto, là encore dans mon atelier. Je vais les démonter, je vais en refaire un à partir de cela, et je vais faire la vidéo sur une installation complète, en fabriquant carrément l'appareil, je veux dire la chaudière, voilà, jusqu'à son installation. Ça, ce sera très probablement pour septembre, pas avant, parce que là on va partir en vacances, donc j'aurai pas le temps. Une personne aussi m'a parlé m'a répondu sur la vidéo que j'avais faite sur le fait de filmer dans la rue et de diffuser ces images de la rue, vous savez, à partir d'une dashcam. Et il m'a dit non, on a le droit. Non, 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 on n'a absolument pas le droit. Je vous amène le document, là il va passer, et je vous invite à consulter les documents de la CNIL. Vous verrez, c'est strictement interdit de diffuser les images d'une vidéo sur quelque support que ce soit, donc, et pour du public, c'est interdit de divulguer ça sur les réseaux sociaux. Les seuls qui aient le droit de les consulter, et je dis bien consulter, pas de les diffuser, ce sont les gendarmes. La gendarmerie a le droit en cas d'accident pour contrôler tout ça. La gendarmerie, et puis bien évidemment, votre assureur, qui lui, grâce à cela, pourra juger du vrai ou du faux de ce qui est dit, en sachant pertinemment que les dashcams qui peuvent être utilisés légalement doivent avoir plusieurs éléments. Il faut qu'il y ait l'heure d'indiquer, qu'elle soit à jour bien évidemment. Il faut qu'il y ait le GPS qui indique les vitesses, enfin la vitesse, et si possible, là je dis bien si possible, le point GPS, les coordonnées GPS. Mais ça c'est pas l'obligation. Mais en tout cas, 2 choses sont intéressantes pour les assureurs et sont prises en compte par les assureurs si, je répète, vous avez le GPS qui indique la vitesse et l'heure qui est indiquée sur la vidéo, bien évidemment. En cas d'accident. Une autre personne m'a parlé, m'a refait un commentaire en me disant oui, les alarmes sans fil, je préfère les alarmes sans fil. Non, franchement, les alarmes sans fil, déjà, c'est une vieille technologie, c'est terminé ça. Déjà, en plus, pour monter une alarme sans fil, imaginez, il faut passer les fils de partout. C'est pas bon. Les alarmes sans fil aujourd'hui sont codées. Voilà, il faut savoir ça. Donc, il faut avoir un appareil pour décoder. Je ne citerai pas le nom de cet appareil, mais cet appareil, ça coûte quand même un petit peu de sous, et que les personnes qui vont utiliser ces appareils-là seront, je vais dire, des professionnels du vol. Voilà, parce que c'est leur... Si on achète ça, c'est pour faire ça, hein. Alors après, je reviendrai sur l'histoire du vol, parce qu'il y a une petite nuance aussi concernant les vols de camping-car. Je me suis intéressé, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais j'attends de pouvoir interviewer un gendarme ou une gendarmerie. C'est en préparation, ça. Donc les alarmes sans fil, non, on peut pas les pirater de manière facile, je dirais. On s'adresse, dans ces cas-là, à des personnes qui sont déjà bien averties. Donc, de toute façon, avec ou sans alarme,
S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent vous piquer votre camping-car. Bon, ils vont pas. Si on doit parler de filaire, le mieux dans ce cas, c'est un simple bout de fil branché à quelque chose avec un interrupteur qui vous coupe quelque chose. Croyez-moi, j'ai ça en prévision. Et puis alors là, pour vous piquer le camping-car, si vous êtes bien débrouillé, vous allez cacher l'interrupteur. Le camping-car, il est vissé au sol, là, on bouge plus. Hein. Donc, et puis, on va voir aussi autre chose. Il y a 2 cas de vol sur les camping-cars. Déjà, les dashcams, il faut savoir, c'est que, parce que bien souvent, les dashcams, on vous les vole aussi. Mais il y a certaines dashcams qui, elles, enregistrent sur le cloud, en direct. C'est-à-dire que vous pouvez, et vous avez normalement même l'information qui vient sur votre téléphone, vous pouvez consulter et vous êtes averti directement sur votre téléphone en cas d'infraction. Et surtout, c'est que cela filme les fractions, d'accord? Vous voyez là où les personnes entraient, et puis ce que vous voyez surtout, c'est la tête du Gus. Bagatelle. Concernant le vol du camping-car proprement dit, le premier vol, c'est, je dirais, on rentre dans le camping-car, c'est parce que vous avez laissé une caméra, un truc comme ça, ou votre téléphone sur le tableau de bord, vous avez attiré. De toute façon, faut pas rêver, les types qui rentrent dans les camping-cars savent que vous laissez des choses dans le camping-car. Vous n'embarquez pas tout quand vous allez faire une promenade à pied. C'est logique, donc tout est dans le camping-car. S'ils le font, c'est pour vous voler ce qu'il y a dedans, votre camping-car. Ça, c'est le premier point. Mais ça, faut une bonne alarme, et puis être pas trop loin, je dirais, ou avoir... Bon. La seconde chose qui est beaucoup plus grave, et là je me suis renseigné, je pensais que c'était pour quand on volait un camping-car, voler en entier, là, hein, on cherche même pas, on discute pas, on vole le camping-car. Je pensais que cette histoire de vol, c'était pour de la pièce détachée, le moteur par exemple, ces choses-là. Non, c'est pas l'intérêt premier, la première des raisons, elle est pas là. La véritable raison, et celle-là, je vous donnerai pas les sources, mais voilà, j'ai eu de très très bonnes sources. La personne m'a dit, c'est tout simplement parce que les camping-cars qui sont volés, ils sont maquillés. Je vais prendre un exemple. Vous avez un camping-car Rapido, par exemple, sur une base Fiat, peu importe, il est de 2020, 2019, donc il est relativement récent, ou très très récent. Eh ben, la personne qui a un camping-car comme ça, elle peut s'attendre à du vol. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, que les voleurs vont prendre le camping-car, ils vont maquiller le numéro de série, ouais, ils vont maquiller le numéro de série, ils vont utiliser la carte grise d'un modèle équivalent Rapido sur base Fiat par exemple, ils vont prendre la carte grise, ils vont prendre le numéro de série qu'il y avait sur la carte grise, ils vont prendre la plaque minéralogique, ils vont vous mettre ça sur votre camping-car, celui qu'on vous a volé. Bilan des courses, eh ben, quand ils vont rouler, même si la gendarmerie est dans les environs, elle va relever le numéro d'immatriculation, qu'est-ce qu'elle va voir? Un camping-car qui date de 2008, 2009, 2010, peu importe, en excellent état, tiens, c'est bizarre, et c'est du reste ça qui a mis la puce à l'oreille, mais ce camping-car-là ne sera pas volé. Conclusion, il passera. Si vous êtes dans les clous, j'entends, si vous ne faites pas d'excès de vitesse, si rien, vous n'êtes pas en surcharge, hein, si rien ne donne la puce à l'oreille, vous allez passer sans problème. Vous allez pouvoir assurer votre camping-car. La seule chose qu'il y a, et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille à certaines gendarmeries dans une certaine région, c'est que justement ils ont fait le contrôle d'un camping-car, ils ont eu la surprise de se rendre compte que le camping-car avait plus de 10 ans, mais n'avait que 2 ou 3 000 kilomètres. 10 ans, 2 ou 3 000 kilomètres, vous imaginez bien, et surtout quand ils ont vu l'intérieur, ils ont vu qu'il était très actuel. Vous voyez, donc il avait été refait soit à neuf, soit quelque chose ne collait pas. Qu'ont-ils fait? Ils ont levé le capot, ils ont regardé le numéro de série, certes, il avait été refrappé, mais ça se voit. Donc ils s'en sont rendus compte, ils sont allés un petit peu plus loin dans leur investigation, ils se sont rendus compte que le numéro de série, en passant simplement du solvant dessus, il partait, et puis avec un certain acide, ils ont révélé l'ancien numéro de série, parce que c'est très facile à relever un ancien numéro de série. Alors, voilà, tout simplement, le camping-car a été volé, maquillé, à un ancien camping-car du même modèle et ainsi de suite, et revendu bien évidemment parce que ces gars-là sont là pour faire de l'argent. Voilà comment ça fonctionne. Alors bien évidemment,
La petite parenthèse, parce que le vol, il n'est pas forcément quand vous avez le camping-car, mais le vol, il peut se faire aussi quand vous achetez le camping-car. Faites bien attention à ça. Il y a une application qui existe, qui est immatriculation. Je mettrai le lien dans la vidéo, qui va vous donner jusqu'au numéro de série. Alors bien évidemment, si le camping-car est bien maquillé, le numéro de série restera visible ou bon, parce que il le maquille, il le repeigne, enfin il le refrappe, il le repeigne, et puis on le salit un petit peu, on se débrouille pour le salir un petit peu, c'est vite fait, hein, et si vous regardez, vous n'y verrez que du feu. Ce qu'il faudra juste, c'est détailler la peinture, l'état de la peinture, si c'est vraiment trop beau, trop frais, trop... Sur le numéro de série, ça craint un peu. Et puis, il n'y a pas qu'un seul endroit pour le numéro de série. Il y a d'autres endroits en fonction des marques. Renseignez-vous là-dessus quand vous achetez le camping-car. Donc, méfiez-vous, vous pouvez très bien acheter un camping-car volé. Une demande aussi m'a été faite, c'est sur l'installation donc de la climatisation. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur l'installation de la climatisation sur mon ancien camping-car Manugé, et les gens, il y a des personnes qui m'ont demandé si j'avais fait la vidéo de cette installation en définitif. Non. Pourquoi pas? Parce que la vidéo a été faite sur l'ancien camping-car. Le nouveau camping-car, j'en ai parlé. J'ai fait les essais du reste de la climatisation, sauf que je me suis rendu compte que pour faire cette climatisation, pour ne pas trop avoir de déperdition dans les gaines, il me fallait isoler toutes les gaines. Ça fonctionne, hein, je l'ai fait tourner pendant plus de 2 heures, ça fonctionne très bien, ça refroidit très correctement en fin de journée. En fin de journée, je dis bien, parce qu'il y a quand même une déperdition dans la journée par rapport au camping-car, l'isolation du camping-car. Ce qui fait qu'il faut énormément, il faut que ça tourne souvent. En fin de journée, c'est beaucoup plus frais, on rafraîchit pour aller se coucher. Ça fonctionne très bien pendant 1h30, 2 heures. Le lendemain, il y a assez de soleil pour charger, ça pose aucun problème. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais partir, je vous dis 2 mois, je vais utiliser cette clim, là, elle est prévue pour être installée, mais de manière provisoire, je dirais. Pourquoi? Parce que j'ai trop de modifications à faire, une installation un peu lourde à faire, et je préfère utiliser la climatisation en réel, je dirais, mais de manière plus simple, avant que de l'installer définitivement et de faire des grosses modifs. L'évacuation de l'air chaud sur l'arrière de la clim, c'est une buse qui doit faire 180 quand même. Donc ça fait quand même un gros trou à faire dans la soute. J'ai pas envie de faire des trous dans la soute si j'ai pas assez, je dirais, de rendement sur cette clim. Voilà la raison. J'en parlerai de toute façon pendant ces vidéos, pendant les mois de vacances. Une personne m'a dit, j'ai une batterie de 200 ampères-heure, que dois-je mettre comme panneau? Ça n'a rien à voir. Là encore, ne confondez pas l'utilisation du panneau solaire. J'ai fait une vidéo encore là-dessus, c'est pour ça, regardez bien les vidéos, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le panneau solaire n'a rien à voir avec la batterie. On peut avoir une petite batterie, une 200 ampères-heure, une 180 ampères-heure, c'est tout à fait possible, avec un panneau de 400-450 ampères-heure, plus même 800 ampères-heure. Ça ne gêne en rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le panneau solaire est utilisé dans la journée. Il est utilisé pour charger le vélo, pour charger les ordinateurs, toutes ces choses-là. Quand il a chargé sa batterie, ce qu'il donne, ça sert plus à rien. Autant charger tout, les ordis, tout ce que l'on a qui a besoin d'être chargé. Voilà. La batterie, elle est là pour restituer l'énergie qu'elle a accumulée dans la journée. Elle la restitue la nuit, par exemple, pour des respirateurs. Par exemple, l'hiver, pour permettre au chauffage gasoil qui a besoin d'un petit peu de courant, de tourner, pour l'éclairage le soir, pour la télévision aussi le soir, pour ces choses-là. Voilà à quoi sert la batterie pour la nuit. Et en été, la nuit, c'est quoi? C'est 8 heures, pas plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le panneau solaire, son efficacité, étant donné qu'elle était dans la journée, le choix du panneau solaire se fait en fonction des besoins journaliers. Il doit subvenir aux besoins journaliers. Et ça se fait en calculant tout simplement, selon la puissance du panneau solaire, on va obtenir une certaine puissance emmagasinée ou capacité, je vais dire, de charge ou d'utilisation de ce panneau. Voilà.
quand on a besoin d'une forte puissance dans la journée, je dis bien, certes, là c'est la batterie qui va entrer en ligne de compte, parce que le panneau solaire peut pas fournir 150 ampères, c'est logique, hein. Mais par contre, la batterie pourra le faire. Donc la batterie va donner les fameux 150 ampères, par exemple, vous faites un café, hein, ça va réclamer 150 ampères, la batterie va se décharger de quelques ampères-heure pour pouvoir donner ces 150 ampères, et le panneau solaire, lui, va les envoyer dans les minutes qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, si vraiment il fait gris. Voilà. Et ça sert aussi, pareil, la batterie, quand les journées sont plutôt grises. Si vous n'avez pas une grosse charge, eh ben, c'est la batterie qui va prendre le relais quand il n'y a pas assez de charge, je dis bien. Hein. Donc là, bien sûr, c'est la capacité de la batterie, donc qui vous donnera l'autonomie dans le temps sur 2 ou 3 jours, autonomie pure et simple, hein, parce que là-dessus viendra se greffer la charge que vous donnera le panneau solaire. Voilà où je voulais en. En ce qui me concerne, j'ai fait le bilan, je suis entre 900 et 1200 Wh par jour en consommation. Voilà, ce sont mes besoins. Et mon panneau solaire me les fournit sans problème. Je n'ai aucun souci d'autonomie électrique grâce à ça. À présent, je vais changer un petit peu, juste une petite parenthèse, là encore. Il y a des abonnés qui ne sont plus d'ailleurs abonnés, et vous comprendrez pourquoi qu'ils ne le sont plus. Qui m'ont posé des questions auxquelles je réponds, parce qu'en général, vous avez dû remarquer, je réponds à chaque question qui m'est posée, et relativement rapidement, j'essaie, en tout cas, j'essaie d'aider au mieux. Sauf que, je fais des contrôles de temps en temps, vous vous doutez bien, de mes abonnés, en regardant simplement, et certains de mes abonnés, certains abonnés font des vidéos, et je les regarde, pourquoi? Bah, pas tout simplement parce que certains font même de très très belles vidéos, certains parlent de voyages, de choses comme ça, et c'est super intéressant. J'attends même des vidéos d'abonnés, qui enfin, seront peut-être pas sur YouTube, mais ils vont me les envoyer pour me dire à quel point ils sont contents. Encore ce matin, j'ai eu un appel d'une personne qui m'a dit « J'ai eu la batterie, ça y est, je l'ai montée, mais c'est incroyable, incroyable. » Ce matin, hein, pas plus tard. Hein. Alors, ils font des vidéos là-dessus, ils m'interrogent, et quand je dis ils m'interrogent, parce que je le sais, j'ai des preuves, vous voyez, c'est pas toutes les personnes qui parlent de batterie LFP ne vont pas voir ma chaîne, c'est une évidence, je suis pas... Mais je sais pour ceux-là qui sont venus me voir, qui m'ont posé des questions, et bizarrement, parce que c'est ça aussi, les commentaires sont partis. Ah oui, ils ont annulé leurs commentaires. Vous savez, on peut retirer les commentaires que l'on fait sur une chaîne YouTube. C'est tout à fait possible. Donc ils ont retiré les commentaires et ils ont fait une vidéo concernant les renseignements que je leur avais donnés. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que on voit bien qu'ils n'y connaissent rien, d'une part, mais en plus, ils n'ont même pas eu la correction de dire où ils avaient eu leurs sources. Alors ça, quand même, je ne sais pas si vous arrivez à vous regarder dans une glace après ça, messieurs. Hein, parce que généralement, ce sont des mecs qui font ça. Alors les mecs, hein, un peu de courage, et puis affronter les choses de manière logique dans ces cas-là, et puis éviter, n'allez pas me voir dans ces cas-là, parce que dorénavant, je contrôlerai. Je vous jure que je contrôlerai. Mais donc arrêtez les mecs. Hein. Ayez au moins la franchise de dire où vous avez eu vos sources. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, que voilà, que ça a été intéressant. La prochaine, je pense que les prochaines vidéos, il y en aura peut-être une concernant le vol. Je vous dis, si j'arrive à avoir le gendarme en question, s'il veut bien être interviewé, ou la gendarmerie, peut-être, allez savoir. Voilà, et puis je vous dis, pour septembre, il y a encore d'autres vidéos à suivre, et puis bien évidemment, pendant les vacances, des vidéos sur les vacances, avec des images de drones et tout ça, enfin bon, tout ce qui va bien. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.